Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Resserrer les rangs, tel est l'objectif de François Hollande alors que le dossier Florange a bien failli provoquer une crise au sommet de l'État. Après les menaces de démission d'Arnaud Montebourg, le président monte au front assurant que tout le gouvernement est solidaire des décisions prises. Il met aussi en garde Mittal contre toute velléité de ne pas respecter l'accord. Analyse de Jean-Louis Gombaud dans ce journal. Alors que la crise est loin d'être réglée à l'UMP, les législatives partielles qui se tiendront les 9 et 16 décembre prochains pourraient bien voir un certain nombre de voix de l'UMP se reporter vers le Front National. Sur le terrain, dans les 3 circonscriptions des Hauts-de-Seine, de l'Hérault et du Val-de-Marne, les élus de droite tirent la sonnette d'alarme. Alors est-ce vraiment du pain béni pour les candidats frontistes? Notre invité politique nous le dira, c'est le numéro 2 du FN, Louis Alliot. Avec nous aussi le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, Renaud Dely, auteur de La droite brune. Et puis décidément, la famille Papandréou en Grèce a l'habitude de défrayer la chronique. Après le papa Papandréou, qui avait décidé il y a quelques années de tout plaquer pour Mimi, oui Mimi, hôtesse de l'air de 35 ans sa cadette. Voici dans la même famille Papandréou la mère de l'ancien Premier ministre, Margaret, soupçonnée, c'est beaucoup plus grave, d'évasion fiscale. 2 quotidiens grecs affirment que celle-ci détient 550 millions d'euros sur un compte suisse. Démenti de l'intéresser ce soir, mais déjà le parfum du scandale a envahi le pays. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les 2 hommes font face à leurs responsabilités. Voilà plus de 2 semaines que leur image se détériore chaque jour davantage, que les élus les implorent de mettre un terme à ce feuilleton, que les Français assistent à la débâcle du premier parti d'opposition. Et pendant ce temps, les négociations entre François Fillon et Jean-François Copé se poursuivent. Les rencontres de ce matin et de ce soir n'auront pas suffi. La suite demain donc, avec toujours le même point de blocage, le calendrier de consultation des militants. On voit tout cela avec François Goulin. Le tête-à-tête a eu lieu ici, à l'Assemblée nationale. 2 semaines après le vote des militants, François Fillon et Jean-François Copé ont tenté de trouver enfin un terrain d'entente. Cette fois-ci, pas question d'attaque par médias interposés, c'est à l'abri des caméras dans le bureau de François Fillon que les 2 hommes se sont retrouvés à 2 reprises, ce matin et en fin d'après-midi. François Fillon et Jean-François Copé ont décidé de mettre tous les sujets sur la table, de discuter de tout, sans aucun interdit, de telle sorte de tenter de surmonter la crise que connaît aujourd'hui l'UMP. C'est donc une grande évolution et en quelque sorte ça répond à la demande pressante de Nicolas Sarkozy. La demande, ou plutôt l'ultimatum qu'a posé l'ex-président, trouver une solution avant demain, faute de quoi il décrétera les 2 hommes disqualifiés. Mais pour solder 15 jours de conflit, la journée entière n'y aura pas suffi. Le point de divergence restant le délai pour organiser un référendum, voire une nouvelle élection. Et chaque camp de mettre la pression pour que les discussions aboutissent. Je souhaite de tout mon cœur que nous aboutissions à ce vote. Si nous n'y aboutissions pas dans des délais raisonnables, je reverrai peut-être ma position. En tout cas, pour le moment, je reste dans le groupe pour y travailler, faire mon travail d'opposition. La tempête est loin d'être apaisée car dès demain, le groupe Rassemblement UMP de François Fillon, séparé du groupe historique du parti à l'Assemblée, doit devenir effectif pour la séance des questions au gouvernement. L'ex-premier ministre a d'ores et déjà annoncé qu'il assistera demain matin à la conférence des présidents. Les 2 hommes s'apprécient. François Hollande et Mario Monti, dont les relations sont au beau fixe, se sont retrouvés pour un sommet franco-italien à Lyon. Au menu de leurs échanges, l'emblématique projet de liaison ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin, avec des atouts en termes d'emploi, bien sûr, ou encore de diminution du trafic de voitures. Mais un détail de taille est encore à régler. Il faut convaincre l'Europe de payer 40% du projet. Tous les détails avec Tam Tranui. Lyon-Turin en 2 heures au lieu de 4, 2500 créations d'emplois d'ici 2025, mais aussi moins de trafic sur les routes et donc moins de pollution. À Lyon ce matin, François Hollande a détaillé les atouts du projet ferroviaire reliant la France à l'Italie. Nous avons des relations commerciales. L'Italie est notre 2e client, c'est notre 3e fournisseur. Et rien que pour cela, nous devons avoir des liaisons qui correspondent à l'intensité
de nos échanges. Pourtant, à quelques mètres de là, ils sont quelques-uns opposés à cette nouvelle ligne. Imaginée il y a 20 ans pour désengorger le trafic entre les deux pays, le projet est aujourd'hui obsolète car d'autres tunnels permettent déjà d'assurer le report du fret routier vers le rail. Les manifestants critiquent également le montant démesuré des travaux, estimé à 25 milliards d'euros. Le chantier coûterait 2 fois plus cher que le tunnel sous la Manche pour un trafic 5 fois moins important. Si la France et l'Italie ont l'intention d'en financer une partie, ils comptent sur l'Europe pour régler 40% de la note. Ce projet est inutile, coûteux, insupportable pour les finances publiques. Aujourd'hui, la ligne existante permet de faire ce qui est nécessaire. Et largement avec en plus de la capacité supplémentaire. Bref, le pharaonique TGV Lyon-Turin est sur la bonne voie, mais ne manque pas de détracteurs. Dans l'actualité, les immatriculations de voitures neuves ont connu une importante baisse de plus de 19% pour le mois de novembre. Des chiffres qui font craindre une année noire pour le marché automobile français si rien ne repart au mois de décembre. La chute est très forte pour Renault et Peugeot notamment. Et cette situation ne va pas arranger les affaires de Florange, puisque le premier débouché du site sidérurgique avec 40% de sa production actuelle, c'est l'automobile. Alors sur place, à Florange, les syndicats n'en démordent pas. Ils se sentent toujours trahis par le gouvernement. François Hollande, de son côté, monte au front à la fois pour assurer de la solidarité du gouvernement après l'épisode de la menace de démission d'Arnaud Montebourg, mais aussi et surtout pour mettre en garde Mittal contre toute velléité de ne pas respecter l'accord signé avec l'État. Un accord d'ailleurs dont les salariés réclament une copie. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Fragilisé, Arnaud Montebourg continuera malgré tout sa croisade contre les plans sociaux et autres menaces sur l'emploi. Constamment devant les médias, mais aussi en déplacement dans toutes les usines en difficulté de France, il est désormais raillé par ses opposants, comme le ministre des usines qui ferme. Il est vrai que l'ancien avocat n'hésite pas à prendre des risques, attaquant frontalement Lakshmi Mittal ou la famille PSA avant lui, avec les échecs que l'on connaît. Depuis sa prise de fonction en mai dernier, l'ancien candidat à la primaire socialiste qui prônait la démondialisation a plusieurs fois dû s'incliner face aux multinationales. Mittal, PSA, SFR, le groupe Doux, Petroplus ou encore Sanofi restent comme autant de dossiers où le gouvernement a souvent dû se muer en gestionnaire de plans sociaux. Mais c'est le dossier des hauts fourneaux de Florange, où l'État a pourtant obtenu qu'il n'y ait pas de plan social qui le place en difficulté. Prônant la nationalisation, Arnaud Montebourg doit finalement se ranger derrière l'accord signé par Jean-Marc Ayrault avec la famille Mittal. Pour corser l'addition, François Hollande réaffirme qu'il souhaite inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année 2013, ce qui laisse entendre que pour encore au moins un an, la mission d'Arnaud Montebourg de réindustrialiser la France s'annonce très compliquée. Et sur le plateau du 22h ce soir, invité politique, c'est le numéro 2, le vice-président du Front National, Louis Alliot. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, interview à suivre dans un instant. Renaud Delit est avec nous. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Directeur de la rédaction du Nouvel Observateur et auteur de La Droite Brune. Et notre chroniqueur, Jean-Louis Gombault. Bonsoir Sonia. Bonsoir Jean-Louis. Alors Jean-Louis, François Hollande a dit qu'il mettra tout en œuvre et tous les moyens de droit pour faire respecter l'engagement de Mittal. Précisément, quel est cet engagement ? Les engagements. Oui, et l'engagement majeur, l'engagement fort, comme on dit maintenant, c'est qu'il n'y aura pas de plan social sur le site de Florange. Le premier problème qui va se poser, c'est que les moyens de droit dont a parlé aujourd'hui François Hollande, l'État n'en dispose pas pour dire plan social ou pas de plan social. C'est la justice qui décide si un plan social est légal ou il ne l'est pas. Mais il n'empêche, c'est l'engagement le plus formel qui nous a été présenté vendredi soir. Il y en a d'autres, mais beaucoup plus imprécis. Par exemple, lorsqu'on dit que Mittal s'est engagé à investir 180 millions d'euros sur le site au cours des 5 prochaines années, ça va être très difficile pour l'État de dire « montrez-moi sou par sou ce que vous investissez sur ce site ». Et de toute façon, d'après un rapport d'expertise qui avait été remis au gouvernement en août dernier, il faudrait 2 à 3 fois plus rien que pour entretenir le site. Ensuite, il est fait mention du projet ULCOS, c'est-à-dire ce projet de fabrication de l'acier sans dégagement, en dégageant moins de gaz carbonique. Et effectivement, si l'expérimentation de ce projet se fait sur ce site, ce sera un très bon point pour Florange. Mais il n'y a pas là non plus d'engagement formel. Et de toute façon, le choix du site où va se faire cette expérimentation ne dépend pas du tout du gouvernement français. Il ne dépend même pas de Mittal lui-même, qui de toute façon n'est pas très chaud pour faire du lobbying auprès de Bruxelles pour que cela s'impose sur ce site. Il dépend de la Commission européenne surtout. Et il y a d'autres sites en Europe qui sont candidats
pour l'expérimentation de ce projet Ulcos. Donc, mis à part cet engagement sur le plan social, en fin de compte, le résultat n'est quand même pas très probant. Jean-Louis, bon, il y a beaucoup de critiques, il y a les doutes des syndicats, mais est-ce qu'on peut dire ce soir que Florange n'est pas Gandrange? Alors, on peut dire que Florange n'est pas Gandrange d'abord pour des raisons politiques, parce que c'est en tant que président de la République que Nicolas Sarkozy s'était mobilisé sur l'affaire de Gandrange, alors que sur l'affaire de Florange, François Hollande, qui en avait parlé pendant sa campagne électorale, ne s'est déterminé, en fin de compte, qu'en bout de course, que vendredi dernier. Mais par exemple, sur le plan social, qui est quand même l'engagement majeur, il est clair quand même que Mittal a à sa disposition d'autres moyens s'il veut licencier ou faire partir les 630 salariés qui travaillent sur le haut fourneau. On ne remplace pas les départs à la retraite, on finance des pré-retraites compte tenu de la pyramide des âges, on fait de la mobilité parce qu'on demande des hauts fournistes, c'est-à-dire des spécialistes du haut fourneau à Dunkerque. On peut faire des plans de départ volontaires, on peut faire des ruptures conventionnelles. Donc il y a toute une méthode pour détourner un peu l'engagement important qu'a pris Mittal vendredi soir. Bon, on détourne Jean-Louis, mais justement à Louis Alliot, on n'a pas assez souligné peut-être que le plan social voulu par le sidérurgiste indien est quand même abandonné. Est-ce que vous reconnaissez ce point positif, essentiel? Il faut se souvenir dans quelle situation on était il y a quelques semaines. Le problème, c'est qu'on est dans un pays de promesses. On a beaucoup promis aux ouvriers, aux employés, et systématiquement, ils ont été déçus par les politiques. Et le problème que nous avons en France aujourd'hui, c'est un problème de confiance. Il y a les politiques d'un côté qui essayent d'avoir un discours, et puis il y a la réalité de la mondialisation économique, il y a la réalité des obligations, monsieur le disait, de Bruxelles, et il y a un décalage majeur, et de ce point de vue-là, je ne vois pas comment des accords seraient respectés alors qu'il y a des règles contraires au niveau européen. Vous demandiez une nationalisation temporaire Oui, de Florange. D'ailleurs, vous demandez une nationalisation, vous l'avez fait, une prise de participation pour Peugeot il y a quelque temps, et d'autres. Mais quelle stratégie industrielle vous proposez derrière tout cela? C'est d'abord de caractériser des secteurs stratégiques. Si l'acier est stratégique, l'État... Il l'est, et après, une fois qu'on le nationalise? L'État doit s'investir d'une manière majoritaire dans ce secteur. C'est-à-dire que vous préférez perdre, vous, l'État perd de l'argent plutôt que Mittal? Non, mais attendez, encore faut-il qu'il le puisse, puisque monsieur nous a dit que, par exemple, sur le projet, c'était la Commission qui décidait. Donc nous, notre priorité, c'est de reprendre la souveraineté, le pouvoir de faire et le pouvoir de dire. Or, nous ne l'avons plus. Et quand M. Hollande donne un certain nombre d'affirmations, M. Montebourg, il sait très bien qu'il est en contradiction avec les règles européennes en la matière. Louis Alliot, vous dites vouloir, si je vous ai bien entendu, penser les plaies d'une population meurtrie par la crise, frappée par la mondialisation. Vous dites que vous pensez aux ouvriers, à ceux de Florange et d'autres, mais pourquoi vous voit-on si peu sur le terrain social? C'est une réalité. Nous n'avons pas vu Marine Le Pen aux côtés des syndicats de Florange, devant Bercy ou devant Matignon. Est-ce que vous les défendez sur les plateaux de télévision depuis les salons? Oui, non, mais ça c'est trop facile, chère madame. Je vous rappelle que les syndicats de ces entreprises ont systématiquement refusé de recevoir Marine Le Pen, ou même quelquefois, lorsque nos militants allaient distribuer des tracts. Pourquoi? Ils ne sentent pas qu'elle défend les intérêts des ouvriers? Non, parce que les syndicats en France sont sectaires, ils ne sont pas représentatifs des intérêts des travailleurs, et ils sont sectaires. La meilleure preuve, c'est que les syndicalistes en question de cette usine étaient au soutien de François Hollande pendant la campagne, et de ce point de vue-là, le pluralisme dans le monde ouvrier n'est pas assuré. Jean-Louis Gombault. C'est simplement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce n'est pas la Commission de Bruxelles qui décide. Si l'État français veut mettre le projet Ulcos à Florange, il peut le faire. Le problème, c'est que ça coûte très cher. Donc on a besoin de la Commission européenne. Il est normal que la Commission européenne, cofinançant ce projet, regarde le site sur lequel il va se faire. Précision importante. Renaud Dely, je vous laisse la parole aussi sur ce sujet. Le problème, je pense, de François Hollande sur ce dossier, c'est qu'il paye non pas tant les résultats mitigés qu'évoquait Jean-Luc Gombault à l'instant, il ne paye pas tant sa propre attitude que celle de son ministre Arnaud Montebourg. C'est-à-dire que pendant la campagne présidentielle, François Hollande était allé à Florange, il avait tenu finalement des propos assez mesurés. D'ailleurs, il n'y avait pas eu des promesses mirifiques qui avaient été celles, on s'en souvient, Nicolas Sarkozy à Gandrange. Le problème, c'est que depuis 15 jours, Arnaud Montebourg a laissé entendre un son de cloche totalement différent. La fameuse nationalisation temporaire a été avancée alors que visiblement c'était ni la stratégie du président de la République ni celle du Premier ministre. Et finalement, les résultats auxquels on a abouti vendredi soir peuvent apparaître effectivement insatisfaisants, même si il n'y a pas de plan social et il n'y a pas de suppression d'emplois pour l'instant, et c'est vrai qu'il faudra être vigilant sur le long terme, mais s'ils sont insatisfaisants, il me semble que c'est d'abord parce que Hollande et Ayrault payent
les dégâts commis par Arnaud Montebourg. Maintenant, comme François Hollande est le président de la République, il est évidemment le premier responsable de ce désordre au sein du gouvernement. Messieurs, nous allons à présent nous intéresser aux éventuelles conséquences de la crise à l'UMP sur d'autres partis, l'UALIO, dont le Front National. Les législatives partielles, c'est important, qui se tiendront les 9 et 16 décembre prochains, pourraient bien voir un certain nombre de voix de l'UMP se reporter vers le FN. Alors sur le terrain, dans les 3 circonscriptions des Hauts-de-Seine, de l'Hérault et du Val-de-Marne, les élus de droite tirent la sonnette d'alarme. Alors est-ce vraiment du pain béni pour les candidats frontistes? Vous nous le direz dans un instant. Mais nous sommes allés d'abord à la rencontre des militants sur le marché de Châtelet-Malabry, c'est dans les Hauts-de-Seine. C'est un reportage de Paul Bouffard. Regardez. Difficile d'être sympathisant UMP ce matin sur le marché de Châtenay-Malabry. Depuis 12 jours, tous ont comme la gueule de bois, affligés devant le feuilleton Copé-Fillon. Très déçu de l'UMP, effectivement, oui. Et moi j'adhère, Front National, immédiatement. La carte UMP, vous ne l'avez pas déchirée, vous? Non, non. Je la garde bien précieusement au fond d'un tiroir en attendant que les choses se calment. Se calmer, impossible pour Simone. Cette fois, c'en est trop. La militante est tout simplement prête à rendre sa carte. C'est fini pour moi. Je le regrette parce que ce que j'ai fait, je l'avais fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. J'ai donné beaucoup de mon temps, au moins 15 ans. Maintenant, c'est terminé. Difficile aussi de faire campagne pour Patrick Devedjian. Dans ce contexte de guerre interne, les législatives partielles dans le département ont du mal à mobiliser. L'ancien ministre UMP doit faire de la pédagogie rassurée. Il y a des gens qui me font part de leur interrogation, de leur incompréhension. Et on se met à leur place, ils ont raison. Sur le marché, d'autres tirent profit de cette crise. Je crois qu'il y a un boom des adhésions en Ile-de-France en général. Il y a clairement un lien entre l'arrivée de nouveaux militants au Front National et l'explosion de l'UMP. Ouais. La crise dans le débat entre Plouffe et Chocolat, Copé-Fillon, les militants UMP sont complètement déboussolés. Ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, on le sent. À Châtenay-Malabry, terre ancrée à droite, ceux qui n'étaient pas résignés appellent à un nouveau vote pour en finir définitivement avec ce combat d'ego. Voilà pour ce reportage et vous pouvez voir sur notre écran les autres candidats à cette législative partielle dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine. Alors l'UALIO, on l'a entendu dans ce reportage, vous annoncez depuis des jours une hémorragie des militants UMP vers le FN. Il y a ce chiffre évoqué par Marine Le Pen de 600 adhésions par jour, mais personne ne peut dire quelle est la part de réalité et des esbroufs de votre part. D'accord, mais écoutez, on verra bien, la suite, le résultat aux élections, mais surtout de faire un peu le constat. Peut-être que c'est une chance pour la France que ce parti soit dans ces difficultés, puisqu'il vient d'exercer 10 années de pouvoir avec les résultats que l'on sait. Et aujourd'hui, on voit des gens, ministres, premiers ministres, des gens qui sortent des grandes écoles, se battre comme des chiffonniers pour un simple problème de place. Or, la situation, c'est la situation de l'emploi, c'est la situation de la misère sociale, la situation de l'insécurité aussi, beaucoup. Et de ce point de vue-là, je pense que nous incarnons autre chose aujourd'hui avec Marine Le Pen. Et ce n'est pas tant une bataille de chiffres, d'adhérents ou pas, c'est une bataille d'alternative et surtout d'incarnation du futur. Renaud Dely, le FN est-il si sûr de profiter mécaniquement de la guerre Copé-Fillon? Est-ce qu'il y a une si grande porosité entre UMP et FN? Non, vous avez raison, déjà, il faut être prudent sur les chiffres. Le Front National régulièrement annonce des afflux d'adhésions à chaque fois qu'il y a une crise à droite. Il n'y a pas moyen de vérifier et d'être certain du nombre d'adhésions au FN, pas plus qu'il y a de moyens d'être certain du nombre de voix recueillies par Jean-François Copé, par exemple, à l'élection de l'UMP. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à la part de communication de part et d'autre là-dessus, mais personne n'est dupe. Sur le fond, je pense qu'il y a une vraie fracture aujourd'hui à l'UMP, profonde entre eux. C'est-à-dire que derrière la querelle d'ego et les affrontements de personnes auxquels on a assisté depuis maintenant plusieurs semaines entre Jean-François Copé et François Fillon, il y a une vraie fracture politique de positionnement, et en particulier à l'endroit du Front National, qui coupe aujourd'hui ce parti en deux, et sur lequel, finalement, ces dirigeants ne se sont pas vraiment prononcés sur le fond. Mais on l'a vu au fur et à mesure de la campagne, notamment de Jean-François Copé, plus il s'est extrémisé, droitisé, entre guillemets, plus il a souligné le gouffre qui se creusait entre François Fillon et lui, et François Fillon refusant un certain nombre de positionnements de Jean-François Copé. Je pense qu'aujourd'hui, l'UMP est à peu près coupé en deux, entre une moitié de ses dirigeants et de ses sympathisants, enfin de ses adhérents, qui sont prêts demain à s'allier avec le Front National. C'est cette droite que je caractérise dans mon livre. Droite brune. Voilà. Et puis il y aurait une frange de la droite républicaine qui réfute totalement
cette alliance-là, cette hypothèse-là, et qui en gros s'est retrouvée aujourd'hui derrière François Fillon. C'est ce que vous prophétisiez, l'implosion de l'UMP avec la naissance de cette droite brune. Oui, mais c'était aussi la constatation d'un certain nombre de contradictions au sein de ce parti. Ils avaient une posture qui ne correspondait pas à certains de ces discours. Et aujourd'hui, je pense que les militants le voient et le vote, l'infime score qui départage M. Copé de M. Fillon, aujourd'hui a fait, entre guillemets, imploser. Alors, on entend derrière votre politique. discours tous pourris, mais demain, Marine Le Pen tiendra une conférence pour relancer le label Bleu Marine et faire un peu plus oublier l'étiquette FN. On se souvient aussi qu'elle a été reçue la semaine dernière à l'Elysée, finalement, comme tous les principaux dirigeants des partis politiques. Vous renvoyez depuis des années dos à dos les partis, l'UMPS. Mais qu'est-ce que vous rentrez vite dans le moule? Vous trouvez, vous? Non, pas du tout. Rentrer dans le moule, ça veut dire participer à des majorités, se partager des places, se rendre des services. Alors vous êtes au-dessus de tout ça. Non, nous nous inscrivons dans un schéma démocratique de prise du pouvoir. Donc nous voulons rentrer dans le système démocratique, mais pour autant, nous ne voulons pas nous accoquiner avec un certain nombre de personnes la nuance est quand même qui ont beaucoup fauté dans leur expression politique. Renaud Nelly, est-ce qu'avec ce bleu marine, ce rassemblement bleu marine, c'est la fin du lepénisme? Est-ce qu'il est enterré? On va voir cette phrase de Jean-Marie Le Pen, c'était il y a quelques jours dans le journal du dimanche. On va voir tout de suite ce qu'il évoquait justement de ce rassemblement. Bleu marine, c'est pour les tièdes. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la stratégie et le fond, c'est-à-dire le projet et les valeurs défendues par le Front National. La stratégie, il y a une inflexion stratégique qui est indéniable que porte Marine Le Pen depuis déjà quelques années et qui est une inflexion par rapport à celle que portait son père Jean-Marie Le Pen. C'est là qu'on voit les limites d'ailleurs de cette stratégie. Vous avez raison, d'un côté, il s'agit de ce qu'au Front National on appelle dédiaboliser le FN, mais de l'autre côté, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on court le risque de se banaliser. Et en tout cas, si on veut accéder aux affaires, aux responsabilités, ce qui est l'ambition de la génération de ceux qui sont autour de Marine Le Pen, ils savent qu'à un moment ou à un autre, il leur faudra des alliés. Donc ça, c'est une inflexion stratégique par rapport à Jean-Marie Le Pen, qui refusait toute alliance. À un moment ou à un autre, il faudra pour le Front National des alliances à droite, s'il veut accéder aux responsabilités. Sur le fond, le programme, le projet du Front National, les valeurs défendues par le FN n'ont pas changé. Il n'y a pas eu d'aggiornamento programmatique, notamment le fameux principe de préférence nationale qui distingue le fonctionnement du Front National de tous les autres partis qui, eux, sont à l'intérieur du cercle de la défense des valeurs républicaines. Ce principe-là de préférence nationale n'a pas bougé, n'a pas varié. Donc il faut distinguer la communication et la stratégie, et la tactique politique du fond programmatique du Front National. Il y a l'affichage, ce que nous dit Louis Alliot, et puis derrière... Ce qui reste... Sur le fond, Louis Alliot n'a rien réfuté du programme du Front National défendu jusque ces 30 dernières années. Mais M. Dely oublie que le groupe parlementaire en 86 à l'Assemblée, c'était un groupe de rassemblement national, déjà avec des gens qui venaient du CNI, du RPR ou de l'UDF. Donc je veux dire, il y a déjà eu une tentative, c'était Jean-Marie Le Pen en 86. Là, je pense qu'on est sur une autre... Il n'y avait pas d'alliance à droite, il n'y avait pas de... Non, mais je veux dire, c'est des gens qui venaient d'ailleurs, mais nous espérons convaincre des gens de venir dans ce rassemblement venu d'ailleurs. Nous n'espérons pas une alliance entre états-majors de l'UMP ou du Front National qui n'aurait aujourd'hui aucun intérêt. Mais vous confirmez qu'il n'y a eu aucun changement de fond sur le programme du Front National depuis 30 ans? Il n'y a pas eu de fond sur l'esprit du programme, non. En revanche, il y a beaucoup d'avancées sur le programme. Donc c'est le même socle, finalement, qui est donc le lepénisme n'est pas du tout enterré. Vous savez, le socle, c'est une certaine idée de la France. Donc il est partagé par beaucoup de Français et, à mon avis, une majorité de Français. Une majorité de Français, pour l'instant, c'est toujours pas le cas. En tout cas, d'accord, il faut bien commencer quelque part. En l'occurrence, il faut bien comprendre que ce qui a le plus bougé sur le fond du programme et du projet ces derniers mois, c'est pas tant le Front National qu'une partie de l'UMP. Derrière, Patrick Buisson, dont je parle abondamment dans mon livre, toute une stratégie qui s'est développée d'abord dans le sillage de Nicolas Sarkozy et aujourd'hui derrière Jean-François Copé. C'est-à-dire, c'est pas tant le Front National qui, sur le fond, se recentre, qu'une partie de l'UMP qui se déporte un peu plus à droite. On n'en a pas parlé, mais nous verrons aussi si c'est le FN qui pourrait profiter de la crise de l'UMP ou le Front de gauche qui peut aussi séduire les citoyens et le PS avec un président dont on n'arrête pas de souligner, notamment avec Jean-Louis Gombault, qu'il a une politique modérée, voire social-démocrate. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je pense que François Hollande n'a pas la majorité de sa politique ou ne conduit pas la politique de sa majorité, c'est-à-dire de celle qu'il a élu au second tour le 6 mai. En l'occurrence, on voit bien que le Front de gauche, qui d'ailleurs n'est pas vraiment dans la majorité et n'est pas du tout au gouvernement, et même les écologistes, ils sont très mal à l'aise aujourd'hui au gouvernement dans la majorité. En revanche, on voit bien que l'inflexion qu'on peut qualifier de social-démocrate, que d'autres qualifieront de social-libérale, notamment à travers le fameux pacte de compétitivité, dessine les contours d'une majorité plus de centre-gauche, voire une ouverture au centre, parce que aussi François Hollande, je pense qu'il regarde, il voit ce qui se passe en face. Plus l'UMP se droitise et éventuellement se scinde ou explose
sur cette question des rapports au Front National, plus François Hollande peut être tenté de dessiner les contours d'une hypothétique majorité dite de France Unie. Vous vous souvenez, c'était le thème de François Mitterrand lorsqu'il s'est fait réélire en 88. Et nous verrons donc un petit peu les conséquences réelles, matérielles, j'allais dire, de cette crise à l'UMP. Donc ce sera pour les 3 circonscriptions, les 3 législatives, ce sera le 9 décembre et 16 décembre. Quel est votre objectif pour ces législatives partielles, les premières du quinquennat Hollande, lui, Alliot? C'est développer nos idées sur le terrain et évidemment convaincre un maximum de Français de la justesse de notre analyse. Voilà, et je crois que c'est en train d'être fait d'ailleurs. Merci d'avoir été notre invité. Merci Renaud Dely et Jean-Louis Gombault. Merci d'être restés avec nous et merci pour votre analyse économique comme tous les soirs. La suite du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info de Mounir Soussi. Au détour d'une interview, Angela Merkel change radicalement de ton vis-à-vis de la Grèce. Elle évoque pour la première fois la possibilité d'un effacement d'une partie de la dette du pays. Une déclaration dans un contexte intérieur favorable pour la chancelière allemande, avec l'annonce aujourd'hui d'un budget à l'équilibre dès cette année, alors que les prévisions tablaient sur 2014. La déclaration d'Angela Merkel va à coup sûr alimenter les discussions ce soir à Bruxelles, où l'Eurogroupe négocie le déblocage d'une tranche d'aide de 44 milliards d'euros supplémentaires pour la Grèce. La Haute Cour constitutionnelle encerclée par des manifestants islamistes. Les magistrats chargés d'examiner la légalité de la nouvelle constitution égyptienne ont donc décidé de reporter leur audience. Le pays est sous tension depuis l'adoption d'un décret élargissant les pouvoirs du président Mohamed Morsi, membre des Frères musulmans, même si la constitution doit limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. La presse critique la restriction de la liberté d'expression contenue dans le texte et les magistrats du pays veulent boycotter le référendum programmé le 15 décembre. L'opposition a repris d'assaut la place Tahrir et dénonce la mainmise des islamistes sur le texte. Elle appelle à un grand rassemblement dit du dernier avertissement demain devant le palais présidentiel. 5 ans après les faits, le procès de l'Arche de Zoé s'ouvre au tribunal de Paris. Dans le box des accusés, 4 membres de l'association humanitaire qui avaient tenté de rapatrier sans autorisation 103 enfants tchadiens vers des familles adoptives françaises. Les enfants qu'on m'a présentés, les enfants que j'ai soignés, c'était des enfants qu'on m'a présentés comme des orphelins du Darfour, qui étaient en mauvaise santé, qui étaient tous dénutris dans une zone de guerre. Donc pour moi, j'ai pas eu d'état d'âme. Absents de taille, les 2 cerveaux de l'opération n'assistent pas à leur procès. Éric Breteau et Émilie Lelouch ont refait leur vie en Afrique du Sud et refusent d'être représentés. Les prévenus risquent 10 ans de prison. Cécile Duflot demande à l'Église de faire un geste charitable. Dans un appel lancé ce matin, la ministre du Logement prie le clergé de mettre à disposition des sans-abri ces bâtiments inoccupés, sous peine d'être réquisitionnés. Les autorités religieuses ont répondu sèchement à cette déclaration. Le diocèse de Paris rappelle que ses paroisses accueillent au moins 120 SDF par jour. Plus globalement, Cécile Duflot met sur la table les réquisitions de tous les logements vides durant la période hivernale. Dans le dessin du jour, Cécile Duflot avance d'autres pistes pour les sans-abri. Pas sûr que François Hollande, soucieux apparemment de leur confort, soit d'accord pour ouvrir tous les bâtiments. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, c'est votre soirée documentaire sur Public Sénat avec un film intitulé Une jeunesse en jachère. Belle soirée, à demain avec plaisir. Jeunesse rurale, jeunesse méconnue dont on ne parle pas, invisible et silencieuse. Pourtant, un jeune sur 3 vit en campagne. Nous sommes allés à leur rencontre. Dès qu'on entend jeunesse, ils croient toujours la ville, délinquants. Quand on se lance dans l'agriculture, c'est qu'on n'a pas prévu de s'enrichir. Je suis pas sûr qu'ils en aient conscience de tous les sacrifices qu'ils font pour vivre à la campagne. Je ne sais pas sur quelle façon on pourrait vraiment bousculer toutes ces choses qui font qui noircissent un peu le quotidien des jeunes ici.
tout ce qui est un petit peu convivial, donc sur la nourriture, donc boire un verre ensemble, essayer tout le temps de sortir ensemble. C'est vrai que ça permet de nous souder, puis on rigole bien ensemble. On essaie toujours de faire les choses donc ensemble. Mon temps ici est compté, quoi. Ça c'est certain. Moi je trouve ça super chouette que le métier de paysan fasse encore rêver des gens. Parce que ça fait plus rêver beaucoup de ruraux. La vie de ces jeunes, véritable négatif de la jeunesse urbaine, plus démonstrative, commence très tôt le matin dans des véhicules de ramassage scolaire dont les réseaux sont encore mal adaptés. Chaque jour, des milliers d'enfants et de cars parcourent ainsi en moyenne 30 à 35 000 km par département. Quand on partait au collège, on habitait déjà dans cette maison et on prenait le bus à 7h moins le quart au bout de la route, au panneau de la maison. Et on partait pour 3 quarts d'heure, 1 heure pour arriver jusqu'au collège. Ce qui était convivial, c'est qu'on se retrouvait tous les jeunes pendant 3 quarts d'heure tous les matins, tous les soirs, donc on avait l'impression un petit peu de partager à tous notre quotidien. Mais après, c'est vrai que c'est pesant. Au collège, on a attaqué, on avait 12 ans. 12 ans, il te faut te lever à 6h15, 6h30 pour prendre le bus. Tu rentres pas chez toi avant 19h, 19h30. Donc ça fait quand même des sacrées journées pour des enfants, quoi. C'est marrant parce que quand il y avait de la neige, le petit bus montait pas. Et donc c'était papa qui nous chargeait dans le tracteur et qui nous amenait jusqu'à Nasbinal avec le gros case. C'est un rythme à prendre, hein. Une fois, c'est vrai que c'est un peu contraignant au départ. Après, quand on est habitué à se lever tôt, à passer les journées, c'est vrai que on passait nos journées au collège. Avant de reprendre le bus le soir, on avait 1 heure d'études, donc on avait le temps de faire nos devoirs. Ce qui fait que quand on arrivait ici, on était débarrassés, on n'avait plus qu'à décompresser et puis aller se coucher pour le lendemain. Ces enfants-là réussissent mieux dans les classes primaires que la moyenne des jeunes citadins. C'est après que leur chemin va devenir plus complexe. Mais qu'est-ce qu'un jeune rural? Un jeune rural, c'est un jeune qui habite à la campagne, dans une ferme, dans un village ou dans une petite ville, mais de moins de 2000 habitants. Voilà, c'est ça un jeune rural. Beaucoup de ces adolescents choisiront la formation la plus proche et de ce fait, pas forcément la plus ambitieuse. Ils ont vu le monde de leurs parents, agriculteurs ou ouvriers, se disloquer, abandonner du terrain. Et à l'heure des choix, l'éloignement de leur milieu les angoisse ou les fragilise. Ils se déprécient. L'année prochaine, vous allez normalement tous partir. En troisième, vous partez tous dans un lycée, que ce soit professionnel ou général. Qui va sur Mazamet, donc la ville la plus proche? Beaucoup de monde, on est d'accord? Sur Mazamet. Donc ça veut dire, alors qui va à l'extérieur, loin de Mazamet? Alors c'est où l'extérieur? Moi, c'est juste après Castres. D'accord. Après Albi. Après Albi. Et moi, c'est Castres. Les autres, vous ne partez pas. Pourquoi? Est-ce que vous avez trouvé réellement votre bonheur sur place ou c'est parce que ça vous fait un peu peur de partir? Comment? C'est parents qui obligent. Parce qu'on a notre bonheur sur place. D'accord, vous avez trouvé votre orientation, celle qui vous convient. C'est les parents qui obligent. Oui, enfin, aller vers ici, quoi. Mais c'est le plus près aussi. Ouais. Est-ce que vous, de votre côté, vous seriez prêt à vous éloigner s'il le fallait d'ici sans problème pour faire de votre carrière? Sans problème. Il y en a qui seraient gênés de partir ou pas du tout? Non. Tout le monde serait prêt à partir? Oui. C'est pourtant pas ce que vous me dites quand on parle d'orientation quand même. Hein. Souvent, pas trop loin. Ce qui est assez bizarre et assez paradoxal, c'est qu'en fait, quand on regarde, il y a moins d'élèves de la campagne qui font des études supérieures. Et il y a plus d'élèves de la ville qui font des études supérieures. Alors qu'ils réussissent mieux au départ. Est-ce que ça vous choque, ça? Non. Alors pourquoi ça ne vous choque pas? Le graphique tu montrait bien que les gens de la campagne préféraient rester à la campagne. Et à la campagne, il n'y a pas spécialement des écoles supérieures. Enfin... Ça peut être effectivement une explication. En ville, ils ont plus de choix. Enfin, ils ont plus d'écoles, de grandes écoles proches pour faire leurs études. Comment vous vous voyez?
vous aimeriez faire plus tard? Ingénieur. Ingénieur. Dans quoi? De construire des petites voitures électriques. Je voudrais faire agricultrice. Baptiste, tu y es? Je voudrais faire pompier. Agriculteur. Benoît? Menuisier. Coiffeuse. Maquilleuse. Je vais faire boucher. Je voudrais faire ingénieur de manège. Moi, je voudrais faire des fromages. Alexandre? Je voudrais faire agriculteur. Agriculteur? L'agriculture fait donc encore rêver? D'après vous, dans les années 60, quel était le rêve des familles pour leurs enfants? Est-ce que c'était de reprendre la ferme ou c'était de venir travailler à l'usine? L'usine. Ah, pourquoi? Plus de sous. Gagner plus. L'usine payait beaucoup mieux que l'agriculture. Beaucoup d'agriculteurs sont venus travailler à l'usine et la population ici était très dense. Et en fait, à l'époque, il y avait 3750 habitants ici. Et sur les 3750 habitants, il y en avait 2000 dans l'ensemble des usines. Ici, à la Bastide, vous aviez plus de 300 usines. Combien il y a d'usines de textile qui tournent encore à la Bastide? Deux. La Bastide Rouerou, c'était vraiment la capitale du textile. Il était nationalement connu. On est proche de l'apocalypse au niveau de l'emploi. Dans les années 60-70, vos grands-parents ont fait le choix pour vos parents, c'est-à-dire donc pour leurs enfants de l'époque, ils ont fait le choix de les envoyer plutôt à l'usine. C'est-à-dire c'était un rêve que d'aller travailler à l'usine, soit comme ouvrier, soit comme contremaître à l'usine, parce que ça rapportait plus, que c'était plus confortable dans l'avenir. Qui aimerait travailler ici? Donc là, 1, 2, 3. Qui aimerait travailler ailleurs? Moi, rester vivre ici et travailler ailleurs. Rebecca? J'aimerais travailler ici et vivre ici. D'accord, toi tu es bien ici. Cécilia? Moi, c'est plutôt partir dans des grandes villes pour travailler dans des grandes villes aussi. Manel? Moi, j'aimerais bien vivre ici aussi et partir après travailler ailleurs si le faut. Moi, j'aimerais travailler ailleurs, mais habiter ici. Il y a eu un sondage qui a été réalisé donc auprès de 1000 jeunes comme vous des milieux ruraux. Et en fait, ce sondage a fait ressortir que 87% des jeunes du milieu rural souhaitent vivre en milieu rural. Et il n'y en a que 13% qui souhaitent, eux, partir à la ville. Donc finalement, quand on regarde pour vous, vous êtes quand même nombreux à vouloir partir à la ville. Vous n'êtes pas tout à fait dans le panème qui est présenté ici, finalement. Partir, revenir, rester, telle est la problématique de tous ces jeunes en campagne. Des choix de vie qui impliquent, avec des raisons diverses, des orientations réfléchies. Je vois pas de toute façon toute ma vie en Dordogne. Actuellement, non. Après, peut-être que ça changera, hein, mais voilà, je veux partir. Moi, j'ai envie de voir ailleurs. Si j'ai la possibilité de pouvoir voyager à nouveau, je le fais. Et il faut le faire tant qu'on a la possibilité. Donc, voilà. Moi, je veux pas être bloquée. Moi, je suis arrivée depuis le 1er novembre à Nazbinal et j'ai choisi de revenir par ici parce que j'ai envie de rester dans ce village avec toujours pour projet de reprendre l'exploitation de mon père. Et en attendant, j'ai un plein temps ici sur l'épicerie, mais qui est annualisé donc, pendant la période d'hiver, donc je fais beaucoup moins d'heures, ce qui me libère beaucoup de temps sur l'exploitation de mon père, surtout qu'on est en pleine période de vélage, donc finalement ça arrive à bien se combiner tout ça. Donc voilà, dès que j'ai fini ma demi-journée à l'épicerie, je pars avec mon père sur la ferme, donc là-bas je lui file pas mal de coups de main, j'ai des chevaux au travail, donc ce qui me fait une troisième petite activité. Beaucoup de jeunes restent ici parce qu'ils font un métier qui est lié à l'agriculture, un métier d'élevage, donc ils trouvent du travail dans le coin. Après, les autres secteurs, c'est beaucoup plus difficile. Hein. C'est beaucoup plus difficile. Il y a l'artisanat qui fonctionne assez bien. Faut-il être spécialisé aussi. Après, il y a les métiers de service, on en voit très peu. Un petit peu l'hôtellerie-restauration. Mais après c'est difficile, je pense. Ouais, ouais. On voit des commerces, des services qui se maintiennent, mais tant qu'il y en a un qui ne s'éteint pas, il n'y a pas un jeune qui va créer son entreprise derrière parce qu'il n'y a pas une demande suffisante, je pense. Ah, Fanny.
Ah bah oui, bah elle est dans le tourisme. Elle a cherché du boulot en Dordogne, donc on aurait pu penser, ouais, bah elle est super bien placée, quoi. Enfin, encore pas trop ici. Mais enfin, dans le Périgord noir, t'as une grotte tous les 300 mètres ou un château tous les 300 mètres. Enfin, t'as que ça. Mais elle a pas trouvé de boulot et du coup, bah, elle est partie en Lozère. Mais oui, non, c'est un problème, c'est clair. Bah, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de jeunes, hein. Il n'y a pas de boulot, donc il n'y a pas de jeunes. Surtout en Dordogne où il y a quand même... Il y a pas d'industrie, ou presque pas. Donc du coup, bon, bah, agriculteur, c'est plus un métier qui porte. Enfin, il y a presque plus de paysans. Après, ben, il y a pas d'industrie. Et puis après, ben, il y a les gens qui bossent dans les services. Mais si, il y a une voie hyper porteuse en ce moment en Dordogne, c'est les vieux. Même en France, hein. Oui. Partout. Mais bon, c'est vrai que comme on est quand même un département vieillissant, quoi. Bah du coup, aide à la personne, travailler dans les maisons de retraite, là, il y a du boulot. C'est clair. Mais c'est tout, quoi. Bah ouais, parce que de toute façon, à part... bah c'est vrai que de toute façon, quand tu regardes un petit peu autour de nous, tous ceux des amis qui sont restés travaillent soit à l'usine, l'une des seules usines qu'il y a dans le coin agroalimentaire, soit un copain qui est dans les pommiers, parce que les pommiers, chez nous, il y en a plein. L'éventail de métier est quand même vachement restreint. Moi, c'est pour ça que j'étais parti et malheureusement, c'est certainement pour ça que je vais repartir. Parce que là, je me retrouve au chômage et retrouver du travail. Moi, j'ai pas forcément envie de faire carrière à l'usine, ni dans des pommiers. Donc, il va falloir certainement que je me reforme et que je trouve du travail. Mais je sais très bien que ça se trouve, mon temps ici est compté, quoi. Ça, c'est certain. Mais c'est quelque chose qui est assez dur, mais... De toute façon, on suit le boulot, quoi. C'est pour ça que de toute façon, tous les gens qu'on connaît, quand ils s'en vont d'ici, c'est par choix professionnel. Ceux qui restent, c'est justement par choix de vie. Ils font les boulots qu'il y a ici. Et parce qu'ils veulent vivre ici. Ceux qui veulent, qui aspirent à autre chose que ce qui est proposé, que le maigre éventail de possibilités qu'il y a ici, eh ben, sont obligés de s'expatrier. Quand je faisais mes études de sociologie à Nantes, j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais faire comme métier. Et m'est venue un peu d'un seul coup l'idée de faire une formation agricole. Donc je me suis tournée vers le maraîchage parce que peut-être c'est l'option la plus facile quand on n'est pas issu du milieu agricole. C'est l'activité qui demande le moins d'investissement. Et aujourd'hui, je suis installée officiellement en maraîchage biologique donc sur les terrains de ma grand-mère. Petit à petit, je me suis rendu compte que le fait d'habiter en ville me pesait quand même. Et ça n'a pas été dur du tout de revenir à la campagne. Enfin, l'idée de la campagne ne me faisait pas peur, en tout cas. Voilà, je crois que j'aime la campagne, en fait. Le fait de revenir à la campagne, c'était un projet professionnel. Et je pensais pas que ça deviendrait aussi un projet de vie, en fait. Et il y en a qui font la démarche inverse. Souvent, la démarche est inverse, en fait. Mais je me rendais pas compte à quel point toute ma vie allait s'organiser autour du travail. Souvent, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de la situation dans laquelle je me suis mise. Et c'est ça mais c'est la peur, en fait. C'est la peur de ne pas arriver, de ne pas parvenir à accomplir ce que j'ai entrepris. Mais il y a des grands moments d'euphorie aussi, d'enthousiasme et des fois, je me lève le matin et je trouve ça chouette de faire ce moment-là. Ou des fois, je me retrouve dans le champ, je vois, je sais pas, je me retrouve au milieu d'un champ, il y a une belle luminosité, une jolie chenille qui passe à côté de moi et puis ça suffit à un moment de bonheur, c'est ça, je crois. Moi, j'ai toujours vécu à La Noaille, oui. Je suis né là, j'ai fait mes études un petit peu à Limoges, mais j'ai pas beaucoup quitté. Et après, étant jeune, on avait un bon groupe d'amis jusqu'à 17 ans, et puis les amis sont tous partis, c'est-à-dire que les uns vont faire leurs études à Bordeaux, les autres à Toulouse, et il reste ceux qui ont soit une entreprise à reprendre derrière, c'est-à-dire ce papa est plombier, ou est couvreur, ou est agriculteur comme moi, et pas toujours.
Donc du coup, je me suis retrouvé tout seul à la campagne à 19 ans. Tout le monde est parti. Les amis reviennent un petit peu pour les vacances, mais tout le monde s'est échappé et a fait sa vie en ville, docteur, etc., etc. Et après, moi, je suis resté, je me suis installé et depuis mes 20 ans jusqu'à maintenant, je suis ici, en campagne. Pour moi, c'est ma nature de vivre au pays. Tous ces produits, c'est des produits qui viennent de producteurs, de fermiers, qui adhèrent à l'association qu'on a créée en 2007, donc une association type loi 1901, qui ne crée pas de profit. Ce sont les producteurs eux-mêmes qui tiennent cette petite boutique que j'ai créée sur ma ferme, parce que moi, j'avais pas de ferme pour vendre mes foie gras. Et j'ai décidé d'en faire profiter les autres aussi. Donc c'est 17 producteurs qui sont venus se rallier à moi autour de ce projet de boutique collective et qui apportent donc des fruits, des légumes, des conserves et des produits de qualité. Tous ces agriculteurs sont issus du coin et produisent et vendent sur leur ferme, c'est-à-dire qu'ils ont des toutes petites productions. Et j'avais fait un dossier pour avoir une petite subvention que j'ai obtenue puisque j'ai participé au concours Initiateur de demain initié par le Conseil général et j'ai obtenu une bourse de 1 000 € pour réaliser cette boutique dans ma ferme. Moi, ma grand-mère, qui est du cru, elle comprend pas bien pourquoi je suis allée en ville 6 ans faire des études. Ma petite fille qui est à l'université, qui réussit vachement bien, putain, elle revient. Et elle se maque avec un polo, oh putain. C'est l'horreur. Oh là, non, mais là... Non, mais c'est vrai. Ils avaient tout misé. Je les ai trahis. J'ai fait un bac scientifique. Ce que j'ai fait après derrière, c'est un IUT toujours sur Rodez, IUT informatique et licence informatique. Puis après derrière, j'ai eu l'opportunité donc de travailler ici. Donc j'étais en emploi saisonnier ici. On m'a dit qu'on pouvait me garder en fait, en gros. Et donc j'ai fait ce choix donc de rester ici. Je suis assez attaché à la région. Donc par rapport à ma formation, là où je travaille maintenant, c'est plus ou moins rien à voir. Et donc maintenant, ça fait 3 ans et demi que je suis là à travailler donc en vente en couteau. Après, c'est vrai qu'au niveau des métiers, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de postes d'ingénieurs, notamment pour faire des bac plus 5. Après, il y a quelques personnes quand même ici qui ont des postes d'ingénieurs, mais après, ils ne peuvent pas rester ici. Après, pourquoi les personnes ici font moins d'études? Oui, c'est sûr que par rapport à la région, il y a moins de travail au niveau des études supérieures. Après, mais de toute façon, n'importe où, que ce soit, forcément, si on veut vraiment pousser dans les études, on sera obligé d'aller en ville après. Un cliché aussi que colporte l'image de la campagne. Il n'y a pas de place pour les gens instruits, entre guillemets, si on peut se permettre de dire que les autres gens qui n'ont pas de grand diplôme ne sont pas instruits, ce qui est un point de vue que je ne partage pas du tout, qu'on soit bien clair. Et ces gens-là qui quittent sans revenir, est-ce que c'est pas un cercle vicieux de se dire aussi s'il n'y a jamais personne qui vient et qui va rapporter de la connaissance qu'il a acquis par ses différents parcours en études, si personne se bat pour ramener de la connaissance dans les campagnes, en occupant des postes qui sont peut-être moins valorisants sur le plan social. Quand on va dire qu'on est responsable d'un tel service, d'un tel grande entreprise, c'est sûr que ça fait toujours mieux que de dire qu'on est dans une communauté de communes ou autre organisme qui travaille pour le développement d'une région. Mais moi je pense vraiment que les gens diplômés qui ont réussi à acquérir de l'expérience par leurs écoles, ils ont une place dans ces branches-là. Ils vont vraiment bien tous se marrer aussi, les bonnes têtes pensantes de notre société, quand ils nous disent il faut qu'il y ait plus de monde en apprentissage. Ouais, ok. Enfin, sauf que moi, j'ai passé d'avril à décembre à galérer, à trouver un employeur. Alors effectivement, le secteur du social, je choisis peut-être pas le bon secteur. Hein. J'aurais été dans le BTP, j'aurais trouvé un employeur. J'ai pas la carrure, donc je peux pas. Mais franchement...
d'avoir passé tout ce temps-là, où j'ai espéré, parce que je suis rentrée dans un dispositif prépa, donc c'est une aide à l'insertion professionnelle pour les jeunes, qui est mis en place par le conseil régional. Donc ça me donnait 3 mois supplémentaires pour donc commencer ma formation et pendant ce laps de temps, continuer à chercher un employeur et voilà. De toute façon, entre septembre et décembre, ma situation n'a pas changé. Après, j'ai ma conscience tranquille parce que j'ai fait les choses qu'il fallait. J'ai été jusqu'au bout. Je me suis défoncée pour trouver un contrat. Et la finalité de tout ça, c'est que du coup, j'ai dû arrêter, quoi. Une formation que je voulais vraiment faire. Et j'ai fait 3 mois de cours, quoi. Donc, franchement, je trouve ça dégueulasse. Noémie n'est pas la seule. Au niveau de la classe politique, le manque d'écoute et d'accompagnement dans les démarches d'aide des jeunes contribue fortement à leur faire ressentir un sentiment d'isolement et d'abandon. Je lui ai dit à ce mec, je lui ai dit mais je viens pas pour que vous me créiez un poste ou que vous m'en trouviez un tout de suite. Je demande votre aide, je sollicite votre aide pour que vous m'aidiez dans les démarches. Et parce que vous, en tant que conseiller général, vous avez des ouvertures qui sont plus importantes que les miennes. Et ah oui, mais je sais pas trop. Je vais voir ce que je peux faire, mais bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Bah oui, je sais que c'est compliqué, c'est bien pour ça que je viens vous voir, quoi. Parce que vous êtes ma dernière... vous êtes mon dernier recours, en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, les deux que j'ai croisés, ça a fait un flop. Hein, donc, je les ai un petit peu en travers de la gorge. Et maintenant, qu'ils viennent à domicile pour dire « Bon, on a besoin de vous pour les élections... Ben ouais, court toujours, quoi. On n'est pas visible et puis j'ai l'impression qu'on nous oublie, c'est-à-dire que quand moi j'entends dans la bouche de gens de la ville, hein, dans des reportages de télé ou quoi que ce soit, on entend vous allez en province, c'est comme si vous alliez dans un pays à part, quoi, comme si vous partiez en Chine ou en Grèce. Donc la province, c'est comme si c'était un autre pays, un autre monde, et comme s'il n'y avait pas de monde, comme s'il n'y avait pas de personnes, d'habitants en province. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est vide, la province. Tous les gens sont à la ville, et la province, c'est vide. C'est mort. Vous voyez, moi j'ai 21 ans, je rentre dans la vie active. C'est cette jeunesse-là, en fait, qu'on oublie complètement. Ces jeunes qui galèrent pour créer leur entreprise, ces jeunes qui galèrent pour trouver du travail, qui galèrent parfois pour avoir un logement, pour être aidés, qui doivent faire 30-60 km tous les matins pour aller à leur travail. Des fois, qui sont obligés d'exercer un travail pour lequel ils n'ont pas étudié, pour lequel ils n'ont pas été préparés. Au niveau politique, au niveau médiatique, on ne voit pas de jeunes qui sont issus de la campagne, du monde rural. Cette méconnaissance du rural, de son quotidien laborieux, entretient chez les jeunes un malaise social persistant. Ce complexe, dû à un cadre de vie différent, parfois en retard sur celui du citadin, se retrouve dans leur mentalité et leurs propos maladroits, jusqu'au cliché. On a l'impression qu'en ville, ils sont plus avancés, je ne sais pas comment l'expliquer, autonomes. Ouais. Ils ont, je sais pas, on va prendre un élève de la 3e et un élève de la campagne et un élève de la 3e en ville. On les met à côté, on voit carrément la différence. Ah bon ? Oui, mais enfin moi, voilà. Déjà, physiquement, ça se voit beaucoup. Ils ont ça, on le voit, et c'est leur façon de penser, c'est je sais pas comment l'expliquer. J'aimerais bien savoir ce que c'est pour vous cette différence entre ces deux types de jeunes. C'est difficile à dire. Merci. Mais c'est quoi la même mentalité justement? Ils n'ont pas la même attitude que nous, enfin je sais pas. Ils font leur malin, ils disent que la ville c'est mieux, que la campagne c'est pourri, des trucs comme ça, quoi. C'est n'importe quoi. Ils se croient le supérieur. D'accord. Le langage. Le langage. Moi je trouve que en ville ils ont un langage plus familier, voilà, je sais pas comment l'expliquer, alors qu'à la campagne, voilà, on a un langage plus correct qu'en ville. En ville, la plupart du langage, c'est des gros mots. En clair, eux, d'entrée de jeu, pour vous, ils ont une vision négative de vous,
Et ils ont tendance à se la jouer, quoi, hein, pour être clair. J'ai l'impression par contre qu'il y a un décalage quand même assez grand entre les gens qui grandissent en ville et les gens qui grandissent à la campagne. Parce que même si j'ai grandi à la campagne, j'ai eu la chance d'être dans un collège où il y avait moitié des enfants de la campagne, moitié un petit quartier de Limoges. Mais du coup, ça permet aux gamins de se mélanger et ça change tout, à mon avis. Ce serait bien si on pouvait un peu plus se mélanger. On a l'impression que les codes ne sont pas les mêmes quand... comment dire ouais, les codes sociaux sont différents, à mon avis, en ville et à la campagne. Alors que c'est pas des mondes si différents, pourtant, quand on habite à Limoges ou ici, mais... je sais pas, moi j'étais surprise de voir ici des jeunes qui chassent, par exemple. Je pensais que ça n'existait plus, ça, mais si, en fait. Les codes de langage sont pas les mêmes. On m'a dit que je parlais comme une racaille, moi. Oui, il y a beaucoup d'enfants de paysans qui souffrent de ça, de la honte d'être bouseux, comme on dit. Toute cette image que les gens ont de ce métier-là, finalement, personne n'a conscience de toute la prouesse technique qu'il y a derrière, toute la réflexion, toute la diversité de compétences qu'il faut avoir pour réussir à mener une exploitation. Dans mon cursus scolaire, on part en exploitation 5 semaines lors de notre première année d'école d'ingénieur. Au retour de ces 5 semaines, on a vu les gens qui connaissaient rien, qui n'avaient jamais quitté Paris, parce que c'est pas parce qu'on est parisien qu'on est très ouvert sur le monde extérieur non plus, et qui sont arrivés dans les exploitations. Ils ont vu tout ce qu'il fallait savoir faire, que ce soit maîtriser, donc de la mécanique, ça on s'en doute un peu, savoir faire pousser de l'herbe, savoir faire des rations pour donner à manger à des animaux, savoir aussi faire un morceau de béton parce qu'on veut monter un mur d'un côté, savoir faire de l'électricité parce que on veut rénover des anciens bâtiments pour les rendre plus fonctionnels, et savoir aussi aller négocier des tarifs de vente de bêtes ou de céréales, savoir anticiper les cours des marchés, qui sont quand même loin de savoir faire une gâchette de béton, si je peux me permettre, savoir maîtriser l'Internet, avoir accès à un ordinateur parce que de plus en plus de démarches se font par Internet. Et donc cette image qui a été colportée de finalement assez basique, est, je pense aujourd'hui, alors que le métier d'agriculteur est, je pense aujourd'hui, un des plus riches dans sa diversité et dans les domaines de compétences auxquels il fait appel, justement donc par tout ce que je viens d'énoncer. Et cette mauvaise connaissance qu'en ont les gens extérieurs nuit beaucoup à son image en le réduisant à quelqu'un qui est pollueur, qui s'occupe pas de la nature et tout, alors que c'est son travail de tous les jours de vivre avec du vivant, de s'adapter aux aléas climatiques, de toute façon, il n'y a aucune... l'agriculteur qui a 80 bêtes, il n'en a pas une qui va réagir de la même manière pour n'importe quel traitement. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai 2 grandes sœurs, donc on était 3 filles à la maison. Et on a toujours, toutes les 3, plus ou moins suivi notre père au travail. Et le suivre au travail, c'était être avec les animaux, être à la ferme continuellement. Donc, visiblement, je suis la seule qui a accroché. Mais c'est vrai que ouais, moi, j'ai été baignée depuis tout petit dans les animaux. Donc, c'était les animaux, c'était la ferme, c'était le travail à l'extérieur. Parce qu'on est éleveur avant tout, malgré toutes les contraintes qu'on a, tous les jours on donne la vie, hein, donc tous les jours quand on nourrit nos bêtes, c'est pour qu'elles fassent des veaux. Les veaux, on s'en occupe comme si c'était nos gosses, hein. Enfin, on a 50 gosses à l'étable chaque année, ça donne du travail, je peux vous le dire. C'est un plaisir, c'est une fierté, c'est une joie de vivre, c'est la raison de notre métier, hein. C'est ce qui fait toute sa valeur, hein. C'est pour ça qu'on marne toute l'année pour arriver à ce résultat-là chaque année. C'est 50 veaux en vie, 50 vaches en pleine santé. Et après, je peux comprendre que ça puisse être une image un petit peu négative pour les personnes qui ne connaissent pas.
parce que voilà, l'animal ne se maîtrise pas, hein, c'est bien connu. Même si on peut arriver à anticiper certaines choses, à éduquer ces individus, ils ne font pas. On les a pas sur télécommande, hein, ils ne fonctionnent pas tout à fait comme on le voudrait, ils ne parlent pas, ils ne nous disent pas quand ça va mal, quand ils se sont peur, quand ils sont en colère, quand ils ont envie de vous voir partir ou quoi que ce soit. Ça, ils le disent pas, donc il faut le deviner. Et je peux comprendre que pour certaines personnes, ce nombre d'éléments qui est maîtrisable peut les frustrer et peut ne pas leur donner envie de découvrir ce monde-là. Ce monde qui est aussi plein de nuisances, hein, que ce soit